de ne point voir occuper chacun un fauteuil à l'Académie des sciences, car leur place n'est certainement pas dans la postérité, et qui, ayant tendance à monopoliser l'impression des livres de mathématiques, n'apprendront pas sans être formalisés qu'un jeune homme 2 fois mis au rebut a aussi la prétention toute la journée. Non des livres didactiques, il est vrai, mais des livres de doctrine. Si, avec peu de chance d'être compris, je publie malgré tout les fruits de mes veilles, c'est afin de prendre date pour mes recherches. C'est afin que les amis que j'ai formés dans le monde, avant qu'on m'enterra sous les verrous, sachent bien que je suis en vie. C'est peut-être aussi dans l'espérance que ces recherches pourront tomber entre des mains de personnes à qui une morgue stupide n'en interdira pas la lecture, et les diriger dans Allez, faites les petits partages. Du coup, là, a priori, si je ne me trompe pas, je crois que je suis le seul périscopeur encore arrivé. Donc voilà, c'est parti, quoi. Ici, l'analyse de l'analyse. C'est vite dit, ça demanderait beaucoup de développement, mais c'est ça la vraie révolution d'Évariste Galois. Avant, on cherchait à résoudre les équations, on cherchait à trouver des solutions. Maintenant, on va beaucoup plus loin. On cherche à étudier les propriétés de ces différentes solutions. Et c'est comme ça qu'est née la théorie des groupes. Ici, les calculs les plus élevés exécutés jusqu'à présent sont considérés comme des cas particuliers. En gros, on change de plan, on change de cadre. Il a été utile, indispensable de traiter, mais qu'il serait funeste de ne pas abandonner pour des recherches plus larges. Élargir le champ de la connaissance. Et il nous dit, écoutez bien, quand la concurrence, c'est-à-dire l'égoïsme, ne régnera plus dans les sciences, quand on s'associera pour étudier, au lieu d'envoyer aux académies des paquets ma nouvelle cachetés, politique de modération, c'est chacun a la possibilité de bloquer les gens qui les dérangent. Publier les moindres observations pour moi, qu'elles soient nouvelles. Mais par contre, du coup, n'hésitez pas à bloquer vous-même. Comme ça, chacun fait sa propre modération. La fin du film, elle n'est pas très réjouissante. Une histoire un peu compliquée. Une histoire d'amour, ça devait arriver à 20 ans. Une histoire d'amour, de notre temps, on dirait qu'il s'est mangé un méchant râteau. Ça a été dur pour lui. Et puis, paraît-il que la jeune fille, malgré tout... Ouais, en effet, il y a le VEC, il y a aussi Évolution 3.0, hashtag Évolution 3.0. Ça, c'est le groupe que je tiens sur Facebook. Pour l'honneur de cette jeune fille, n'hésitez il pas à se vous serait inscrire battu en dessus. duel. Bizarre, les historiens ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Il est tellement sûr de mourir que l'on pense qu'en fait, c'était une manipulation. Une manipulation pas très maligne, mais quelque temps avant, il avait dit s'il faut un cadavre pour la révolution. C'est une commission populaire. Donc là, ça change au fur et à mesure. Là, il y a un programme et les intervenants succèdent. Certains historiens disent que c'était une manipulation. Éducation populaire. De pouvoir ensuite accuser la police. Évolution 3.0, il y a un hashtag, il y a un dièse devant, et le 3.0, il est attaché aux évolutions. La thèse est crédible. Le fait est que, juste après ce duel fatal, son enterrement a lieu au cimetière de Montparnasse, dans la fosse commune. Et là, les Républicains sont bien d'accord. Il y aura une émeute. Il ne sera pas mort pour rien. On fait circuler les armes. À son enterrement, après l'enterrement, l'émeute va éclater. Salut tout le monde. Salut aux nouveaux arrivants, c'est cool. Le général Lamarck vient de mourir. On est dans une assemblée populaire. Et là, à son enterrement, il y aura bien plus de monde. Je vous avoue que j'ai pris le truc en route, du coup je sais pas trop ce qu'il y a. L'émeute n'aura pas lieu ce jour-là. C'est une réflexion libre, j'ai l'impression. Comme ça, dans la fosse commune. L'émeute, elle éclatera quelques jours plus tard. Elle est connue, elle est bien connue. Ouais, abonnez-vous d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais pourtant en termes d'audience... décrite par Victor Hugo dans Les Misérables. Vous avez l'air de bien aimer, mais j'ai l'impression que les gens s'abonnent très peu à mon périscope. Je suis assez étonné. Comme Galois en est sorti un peu plus vite que prévu à cause du choléra dans Paris. Ouais, 1832, choléra. Voilà ce que c'est très résumé. J'ai un petit peu dépassé le temps. Voilà, je voulais évoquer cette personnalité. Parce que je pense que c'est important qu'on sache qu'on a de grands ancêtres derrière nous, surtout là, en dessous, cette statue, je pense que c'est, j'en ai les frissons dans le dos, un grand moment d'émotion, en tout cas pour moi. Et maintenant, puisque, place au débat, moi je dirais, ce que j'apprends, ce qui m'intéresse chez Galois, c'était quand même il y a 200 ans. Jaloux de Benito. Déjà, la critique du système scolaire. Benito, c'est devenu un pote, là, Benito, on s'entend bien. Le manque d'éveil de l'esprit,
L'apprentissage des sciences, autrement que par des manuels un peu sclérosés, dans la vraie science, des vrais penseurs, dans les vrais créateurs de la science, parce que c'est chez les vrais créateurs qu'on trouve véritablement la science. Einstein le dira après, je dois tout à Faraday, je dois tout à Maxwell et rien à mes professeurs. Autre question aussi, cette marchandisation du savoir, ces manuels, ces livres, et à notre époque, tous ces films sur Internet, tout ça c'est bien, ces bouquins, tout ça, c'est bien, mais est-ce que c'est pas aussi une façon de nous écarter du savoir? La liberté aussi d'enseigner, et Galois prend la décision, lui, d'enseigner à l'extérieur de l'université. Pour tout dire, son initiative est un échec. Il a fait 2 leçons et puis ça est tombé, c'était trop compliqué, il était un peu trop en avance sur son temps. Aussi les institutions scientifiques, l'Académie des sciences, l'Académie des sciences, ouais, c'est bien, mais il y a beaucoup à dire. Pourquoi elle a oublié ses manuscrits? Pourquoi elle les a perdus? Est-elle si ouverte que ça aux sciences? Ou est-elle celle qui fait les carrières du monde scientifique, du beau monde scientifique? Alors je répète pour les nouveaux arrivants, je fais une nouvelle politique de romantisme modération. Révolutionnaire. C'est simple, il n'y aura pas de blocage. Par contre, tout le monde il y a une phase peut bloquer si les gens dans son action. À quoi elle a mené? Trouve qu'il y a d'autres gens qui qui un cadavre pour la révolution, prenez mon cadavre. Donc voilà, je demande à tout le monde tout simplement de modérer son propre flux. Comme ça au moins tout le monde est tranquille. Les femmes aussi. C'est quoi cette histoire? De se battre pour défendre l'honneur d'une femme. Se battre en duel pour défendre l'honneur d'une femme. Une autre époque, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, autre problème aussi, après tout, comment on traite ces gens qui sont extraordinairement doués, extraordinairement intelligents. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de les marginaliser? Ça fait beaucoup de thèmes, mais je vous laisse la parole. Exactement, on bloque en cliquant sur le message, du coup, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et là vous pouvez bloquer l'utilisateur qui vous dérange. Je trouve que beaucoup de choses sont d'actualité encore. On m'a signalé que la commission Action s'est réunie là-bas, si certaines personnes sont intéressées. J'invite celles qui veulent rester à se rapprocher, à s'asseoir pour que le son pour partager et s'abonner, vous allez faire et donc maintenant, glisser votre doigt sur la gauche. Libre, donc, et là, du coup, vous arrivez, vous descendez. Et là, vous avez partagé et vous avez suivi. Pouvoir et les droits ici. Donc, et vous allez sur mon... Si vous voulez intervenir sur quoi que ce soit comme sujet, vous pouvez faire suivre. Vous pouvez venir ou lever la main, je vous passerai le micro. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Sinon on va avoir de la coussène avec l'enceinte. Merci pour ton travail. Comment c'est ton prénom? Philippe. Merci Philippe. Juste un petit point à rajouter, je ne sais pas si tu en seras d'accord. Mais d'abord je pense que c'est un meurtre. Car le type qui l'a provoqué en duel était nettement plus fort que lui qui ne savait pas... qui n'y connaissait rien. Et le soir, la nuit, avant le duel, il a travaillé énormément sur un bouquin et ça a ouvert des portes aux mathématiques. Abonnez-vous aussi, il y a un compte qui s'appelle Péri Debout. Au fur et à mesure, là, on est en train de mettre en place avec les autres périscopes pour centraliser aussi. Enfin, pas pour centraliser, mais pour avoir des notifications communes. Donc Péri Debout. Bonjour. Donc, je voulais prendre la parole pour vous soumettre une idée qui est pour le développement de ce mouvement qui est assis encore en ce moment. L'idée de sortir le plus petit point commun que nous partageons. Qu'est-ce qui fait que tous ceux qui sont là, tous ceux qui viennent, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent? Quel est le plus petit point commun à tout ça? Et l'idée, c'est, j'essaie de chercher ça, et je suis arrivé à un début de réponse qui est juste 2 choses ultra simples. Ça ne peut pas continuer, il faut que ça change. Après, il y a le questionnement du comment. Mais ça tout de suite, c'est qui ment. Parce qu'on n'est pas tous d'accord.
sur le comment. Excusez-moi, j'essaye de retransmettre pour les gens. Et à partir du moment où on commence à mettre en place un système Toi pour faire des actions, réfléchir, toutes les actions, pour ce que j'en sais, et je me renseigne un peu, sont pertinentes. Elles sont toutes pertinentes, sans exception. À chaque fois que quelqu'un prend la parole, propose quelque chose, c'est toujours pertinent, parce que il est là pour la même raison que ceux qui l'écoutent, que ceux et celles ouais, il y a aussi arrête ton char, Leclerc, ça marche. Ça ne peut pas continuer, et il faut que ça change. Et ce que je cherche, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir encore de plus en commun pour pouvoir étendre. Parce que on est très très nombreux à penser la même chose, que ça ne peut pas continuer, qu'il faut que ça change. Mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça qui viennent sur les places. Oui, c'est la République à Et Paris. voilà, c'est ouvert. C'est juste une piste de réflexion que je vous propose. C'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme point commun minimum. Comme quelque chose, on est tous humains. On a tous besoin de se nourrir. On a besoin d'échanger, on a besoin de l'autre. C'est comme ça qu'on vit. Et comment on peut faire grossir ça? Comment on peut en rajouter peut-être, en supprimer peut-être, mais pour trouver le point commun moteur, c'est l'envie. Alors moi je suis venu parce que j'avais envie d'en être. C'est bon, j'ai pris le micro, j'en suis. Et maintenant? Voilà, c'est un peu court, enfin, il n'y a pas de fin vraiment, parce que, encore une fois, c'est une piste de discussion. Moi, je ne peux pas donner de solution, j'en connais pas, j'en ai pas, je dois réfléchir, j'en trouve pas. Mais je pense, à tous, on peut trouver ça, que c'est possible, et qu'on est là pour ça. Voilà. Prends le micro. Je vais faire circuler la feuille d'interrogation que Philippe avait écrite, je le trouve intéressant. Et comme ça, si jamais ça Est-ce que vous m'entendez bien quelque chose là-dessus, ou même sur quelque chose d'autre quand vous êtes libre, que ce soit quand même un peu en rapport avec Évariste Le Gallois ou les mathématiques de cette époque. Bon, voilà. Oui, je suis pas complètement taré, je parle à des gens. Bonjour, voilà, je m'appelle Sidi, tout simplement. J'aimerais réagir à ce que vient de dire le camarade juste à ma droite. Il parlait de et maintenant, et comment, et quoi, et que, et comment. Et en fait, ce que je me disais, c'est par quoi commencer surtout. C'était ça la question, parce que chacun a envie de faire un peu ses propres petites actions, à droite, à gauche, et elles sont toutes légitimes, comme il disait. Moi, personnellement, j'ai une piste pour laquelle j'avais commencé à initier une commission qui s'appelle la commission éducation. Il commence à y avoir pas mal de monde à cette commission, et ce que j'aimerais un petit peu partager, c'est l'idée que moi, en fait, j'avais de l'éducation et de comment ça pourrait changer les choses. Pourquoi est-ce que je dis pourquoi l'éducation et comment elle pourrait changer les choses? Simplement que l'éducation, pour moi, c'est la base. C'est tout ce qui fait que ça nous conditionne. Aujourd'hui, le modèle éducatif qu'on a, c'est celui qui nous conditionne en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que citoyen de la société actuelle, tout simplement. Et il y a un côté très très noir de cette médaille, c'est qu'elle nous conditionne aussi à être des travailleurs, des employés. Une monnaie d'échange finalement pour des gens qui pensent qu'ils peuvent décider de nous, pour nous, et qui pensent qu'ils peuvent tirer parti de tous ces petits profits, tous ces petits avantages qui s'octroient eux-mêmes. Et que pour changer ça, il faudrait déjà changer comment est-ce qu'on perçoit la société. Quels sont nos rapports avec la société? Quel est notre rapport avec le travail, avec ce qu'on accomplit tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose qui nous permet de participer à la vie commune et à l'effort commun tous les jours, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement nous permet de foutre son bol de pâtes tous les soirs dans son assiette, d'essayer d'avoir un toit sur la tête? Et je pense que c'est très très important, parce que finalement ce qui fait que l'éducation nous conditionne à avoir un métier pour avoir une assiette et un toit sur la tête, c'est ce qui nous conditionne particulièrement à devenir des citoyens qui avons de petits problèmes et qui ne pensent pas, ou qui n'avons tout du moins pas le temps, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment, de penser au bien commun. Et que pour moi, cette éducation devrait commencer, je vais essayer de faire vite, d'une manière très très simple, c'est repenser complètement le modèle éducatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système avec des établissements, des élèves en randonnion qui apprennent 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, jusqu'en 6e, jusqu'en 3e,
et qu'on les oblige jusqu'à 15 ans, 16 ans à apprendre des bases finalement comme arriver en seconde des fonctions exponentielles, quelque chose dont ils ne se serviront finalement pour beaucoup jamais, eh ben, est-ce qu'on pourrait penser à un système, un plus petit système, un système de tutorat éducatif plutôt qu'un système d'école, un système de tutorat éducatif avec une personne tout simplement qui s'occupe de 20 élèves tout au long de leur scolarité, et pas seulement un an dans l'année, qui l'année va passer à une autre fournée d'élèves, mais qui va s'occuper de tout au long de leur scolarité, qui est formé aux bases comme un instituteur, lire, écrire, compter, et qui les inscrirait à des modules de niveau éducatif. Des modules en fait qui feraient le rapport et qui seraient obligatoires aussi pour les entreprises de les intégrer à leur modèle d'entreprise, qui seraient en rapport avec des tuteurs éducatifs qui eux-mêmes feraient le lien entre ce que les élèves palperaient physiquement et la théorie, c'est-à-dire qui s'intéresserait à quelque chose de concret. Et que ce tuteur lui-même aurait quelqu'un qui le surveillerait, qui tous les 5 ans changerait de personne, de manière à être sûr que ce lien entre tuteur et apprenti, élève, enfant, se passe de manière la plus saine possible, comme un genre de Pascal le grand frère qui pourrait faire le pont entre l'élève et sa famille, ses problèmes de tous les jours, ses parents. Tout simplement, quelqu'un qui serait comme un Pascal le grand frère plutôt que comme un professeur, quelqu'un qui serait juste en face de lui, en train de lui apprendre. Et en inscrivant à ces modules, finalement, on créerait quoi? On créerait d'abord des gens qui apprendraient des choses qu'ils veulent apprendre, qui seraient bons dans ce qu'ils font, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et donc finalement, créer une société de gens, de travailleurs qui viennent travailler parce qu'ils aiment travailler, et pas qui travaillent parce qu'ils doivent manger. Finalement, ça crée quoi? Ça crée des gens qui n'ont pas besoin d'argent, puisqu'ils le font pour eux-mêmes et pour le bien commun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aimerais bien juste qu'on reste du coup sur la thématique numérisme gallois, mais après, on est libre. Vas-y, viens, approche-toi. Juste un mot, je veux juste en profiter pour répondre en réaction. 2 mots. Un moyen, l'éducation c'est très bien, son discours moi je bien, peu importe, c'est le revenu minimum. Ça change tout. Chaque personne à partir de 18 ans touche 800 € par mois. Sans nécessité d'autre chose que d'être né en France. Et ça change tout. Ça change l'éducation, ça change le travail, ça change tout. On fait les choses parce qu'on en a envie, et pas parce qu'on est obligé. Et ça change tout, j'ai déjà parlé. Réagir à ce que vient de dire monsieur, parce que les solutions sont déjà mises en place. Avec vos collègues. Les solutions sont déjà mises en place. Alors j'aimerais citer un exemple très important à mes yeux. Excusez-moi, je ne savais pas de quoi vous parler, mais j'ai réagi tout de suite à l'éducation, parce que c'est un problème qui me paraît aussi imminent et très important pour notre société. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Je vais parler de Cécile Alvarez. Peut-être que certaines personnes ont déjà entendu parler de la méthode Montessori. Peut-être. Bon, alors je n'en sais pas tout. Par contre, j'ai analysé récemment une étude qui a été faite en en école plan et violence. Quand il est 4h05, vous pouvez m'avertir, s'il vous plaît? Une trentaine d'années, qui est neuroscientifique pour la cause de l'éducation, s'est rendue donc dans cette école et a monté pendant 3 ans une expérience pour faire justement une éducation à l'horizontale où les enfants pourraient venir à l'école, s'apprendre les uns aux autres sur 3 niveaux. Elle a fait une expérience sur 3 ans qui a été non seulement filmée et réanalysée par des chercheurs en neurosciences, des gens très calés sur cette question-là. Et ça a été un vrai succès. Ça a duré 3 ans, ça a rendu les parents heureux de se dire mais mes enfants sont contents d'aller à l'école, ils demandent d'aller à l'école, ils aiment les livres, ils rentrent chez eux, ils ont envie d'apprendre. Et ça a été, à l'issue de ces 3 ans, interdit par le gouvernement. Interdit par le gouvernement parce que, pour quelle raison? Les enfants ne sont pas des cobayes. Alors voilà, il faut aller dans le privé. Il faut aller dans le privé. C'est ce que certains gens se disent, mais est-ce qu'on peut tous y aller? Je ne sais pas. Alors je vous propose juste de suivre cette jeune femme qui est aujourd'hui une grande militante. Elle est dans tous les pays d'Europe. Elle essaye tant bien que mal d'instituer sa méthode. Je ne vais pas vous la raconter, on n'a pas le temps et tout le monde va parler ici. Mais Cécile Alvarez, la méthode Montessori, elle a des déclinaisons, plusieurs déclinaisons. Par contre, cette femme en parle très bien et a un documentaire à l'appui, donc les solutions existent pour te répondre. Elles sont déjà là. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir les... Moi, je suis pour parler beaucoup d'éducation dans cette nuit debout. C'est
journée debout, je crois que l'éducation, ça... Voilà. Je crois qu'on parlait tout à l'heure, pour revenir rapidement, c'était, il disait qu'il était très mauvais à l'école, et à côté de ça, les mathématiques, il était très bon, son professeur dit qu'il a la flamme des mathématiques. Je pense que ce système, voilà, c'est aussi par là que je voulais en venir, et à ça, je voulais dire par rapport à tout à l'heure. On revient au sujet. En tout cas, il n'y a pas de méthode à inventer, il y a des méthodes existantes, il y a des méthodes qui existent. Il y a toujours des trucs à inventer. Vraiment, je parle de Cécile Alvarez, je n'ai pas connu de vous, elle est merveilleuse ce qui s'est passé à l'université. Et il faut pouvoir encourager en effet ces méthodes à s'ancrer dans le système. Voilà. Je signale aussi qu'il existe une commission éducation, si les gens veulent approfondir plus ce sujet-là, spécifiquement. Donc je les invite justement à voir. Comment tu t'appelles comment tu t'appelles? Sidi. Donc je vous invite à aller voir Sidi si jamais vous parlez plus avec la commission éducation. Je crois que tu fais partie de cette ligne. Voilà. Merci. On a eu trop un remarquable exposé et 3 interventions, tout à fait. Plusieurs interventions riches, je trouve, et je voudrais juste tenter de faire un lien ensemble. Toi, tu as dit, il y a un point minimum, c'est qu'on a tous envie que ça change. Ça ne peut plus continuer comme ça, on a tous envie que ça change. Et tu dis comment y arriver? On ne sait pas. Et tu as dit autre chose importante, tu as dit qu'il y a plein de gens qui sont conscients de ça, mais qui ne sont pas ici. Alors, ça ne changera que si tous ces gens se mobilisent. Et ils se mobiliseront que s'ils ont conscience du comment et du pourquoi. Or, là, on n'est plus dans le minimum. Hein, et on vient d'avoir un exemple comment, là, des éléments de réponse. Changer l'éducation, et on a des pistes. Et donc, il y a 20 ou 30 ans, je crois, il y a Gortz qui a expliqué qu'on ne pourrait changer que si on faisait émerger un nouveau sens. Donc une perspective qui nous explique ce qui se passe et où on pourrait aller. Et c'est ça qui nous manque le plus. Et donc, la question, c'est comment collectivement faire émerger ce sens, parce qu'il ne va pas revenir d'un nouveau Marx. Il n'y a pas un nouveau quelqu'un qui va écrire un manifeste comme en 1848, qui a ensuite mobilisé les gens pendant plus de 100 ans. Donc c'est à nous collectivement à trouver les moyens de garder trace de tout ce qui se dit, ici et ailleurs, d'être en relation aussi avec des gens qui réfléchissent, parce qu'il y a beaucoup de personnes, bon, il y a cette jeune femme qui travaille sur l'éducation, mais il y a aussi des gens qui écrivent des bouquins très intéressants sur ce. Il faudrait essayer de trouver un moyen de faire converger tout ça pour faire émerger du sens. Ça paraît une dimension extrêmement importante de ce que nous aurions à faire maintenant. Et avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Bon, c'est une réflexion. Je crois que ça me paraît très important parce qu'au XIXe siècle, Évariste Galois, il était dans un monde complètement différent. Et pourtant, les motivations, ce qu'il ressentait était la même chose que ce que nous ressentons aujourd'hui. Et lui, c'était que par les armes qu'il pouvait arriver à changer. Et nous, aujourd'hui, nos armes, ça va être l'intelligence et la pensée collective, je dirais, autant que l'action collective. Parce qu'il y aura d'action collective si nous arrivons à avoir une pensée collective. Bon, merci. J'invite les gens du fond à se rapprocher et à s'asseoir, ça permet au son de... Donc là, je vais y revenir, mais du coup, je voulais vous montrer du coup que la place là commence à bien se remplir. On va aller voir, là je vois qu'il y a une autre commission à côté. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Il y a quelqu'un qui a fait... Arrose-moi si tu peux, là, au-dessus. Avec une chaussure et une plante à l'intérieur. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est une commission sur quoi, là? Une commission sur quoi? Je viens d'arriver, je n'ai pas d'accord. Ok.
très important. Il y a quand même d'immenses innovations qui peuvent être une commission sur quoi? de l'objectif de gagner de l'argent, celui de l'économie, vers un objectif social. On vous entend, on l'entend pas. Internet, il faut faire bien. Montez le volume. Petite question. Allô, oui c'est bon. Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez sur la question du mois consommateur et du mois citoyen. Alors déjà, pour moi j'ai l'impression qu'il y a plus un mois consommateur et un nous citoyen. Je pense que quand on se considère comme citoyen, c'est plutôt un truc collectif. Ensuite, par rapport à ça, justement, actuellement on vit dans une société qui n'accentue que le mois consommateur, dans le sens où tout ce qui est les Uber, toutes les régimes Macron, etc., sont des choses qui appellent en fait à des réflexes uniquement individualistes et des réflexes de consommateurs. Nous, ça serait moins cher. N'hésitez pas à partager. On va voter Macron parce qu'il va ubériser la société. Je suis étonné qu'il y ait si peu de monde. Alors, par rapport à ça, justement, c'est intéressant, là ça parle d'économie. On a eu le communisme qui, malgré toutes les dérives qu'il a pu avoir sous l'URSS, a quand même été capable de forger une contre-société et a été capable de porter un discours anti-libéral, anticapitaliste, qui était quand même très important et qui a soudé à un moment donné les gens. Donc pour moi, le communisme, c'est une forme de commun. Mais est-ce que, alors aujourd'hui, à l'heure où on n'a plus d'idéologie, à l'heure où on parle souvent de la fin des idéologies, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore refonder une sorte de contre-société comme celle-là, sans forcément l'appeler communiste d'ailleurs? Oui, on ne l'appellera pas comme ça, le passé ne revient jamais, il faut mieux, sinon c'est une farce. Mais oui, on s'appellera le communisme, ça sera les communs. Oui, moi ce qui m'intéresse dans cette question des communs, c'est autre que chaque commun pris un par un est en général bien et sympathique. Et en général, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui vivent des choses comme un commun. L'économie collaborative, c'est une bonne manière de transformer ce qui à l'origine est des communs en une mainmise. Voilà. Le Bitcoin, cette idée d'une monnaie qui ne dépendrait pas des banques, ça pouvait être une bonne idée, mais ça a été très largement aujourd'hui repris par en fait des gens d'extrême droite qu'on appelle des libertariens. Donc voilà, donc c'est jamais donné d'avance, mais ce qui est intéressant dans la plupart des communs, c'est que leur objectif dépasse chaque individu qui s'investit dans une communauté pour créer des communs. Que ce soit un réseau d'irrigation. Le réseau d'irrigation, en général, il ne concerne pas les nouveaux Salut paysans. à tous les nouveaux arrivants. Voilà, c'est un commun. Donc là, on est en train d'écouter Hervé Lecronier, qui du coup, a priori, est économiste. J'espère ne pas dire de bêtises. La question de la relation avec la propreté de l'eau qu'on utilise. Est-ce que l'eau est plus propre une fois qu'elle est passée dans les champs qu'à l'entrée du champ? Est-ce que si l'eau n'est pas propre à l'entrée du champ, quelles sont les conséquences sur les cultures? Enfin, vous voyez, l'eau n'est plus un bien séparé de la réflexion de la communauté qui s'en sert. Et pourtant, c'est une communauté fermée. C'est des paysans qui partagent le réseau d'irrigation. Après, il y a des gens qui veulent ouvrir la connaissance. Quand on développe un logiciel libre, en fait, on va le donner à tout le monde. Donc, on a là un commun additif. C'est même pire. Plus il y a de gens qui utilisent Wikipédia, qui s'en servent, qui font de l'usage à un nouveau usage, plus il y a des gens qui font l'usage de Wikipédia et plus la valeur collective de Wikipédia est grande. Donc ça, c'est une manière de construire, en fait, non seulement chaque commun est intéressant, mais il nous permet de regarder l'avenir de la société avec de nouvelles lunettes. Voilà. Et souvent, c'est ça dont nous avons besoin. C'est pas tant d'avoir des réponses. Tous ceux qui ont voulu avoir des réponses, les utopies qui allaient marcher à tous les coups, ils nous ont emmenés à la catastrophe. Donc la question, c'est pas d'avoir des réponses, mais c'est d'être capable de se poser les bonnes questions. Et ça, on ne peut pas le faire à titre individuel, c'est justement les mouvements sociaux qui posent les bonnes questions. C'est la manière collective d'interroger la société en disant « mais ça, j'en veux plus ». Et ce qu'il y a de bien avec les communs, c'est que
si ça j'en veux plus, je vais commencer à faire quelque chose aujourd'hui. Là où les stratégies dont tu as parlé du XXe siècle, c'est demain nous allons raser gratis. C'est-à-dire le lendemain du grand soir, alors nous allons changer tout. Il n'y a jamais de lendemain du grand soir, c'est ça le problème. Et quand on change tout comme ça, on ne sait jamais trop qui est du mauvais côté de la barricade, quoi. Donc c'est plutôt comment nous allons faire les choses dès maintenant pour nous incruster à l'intérieur de la société et devenir quelque part des parasites au sens du lierre, hein, qui entourent les arbres, en espérant qu'un jour, nous comme parasites, nous allons détruire l'arbre et rester à subsister, à construire nos forêts. Là, sur les Nuits debout, on entend beaucoup. 1, 2, 1, 2. On entend beaucoup parler là de monnaie libre, avec la théorie relative de la monnaie, etc. Il y a même une initiative là pour samedi prochain où il va y avoir des ateliers a priori pour voir comment pourrait marcher une monnaie libre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Alors, je ne suis pas spécialiste de la monnaie, hein, donc je n'irai pas beaucoup plus loin. Par contre, je pense que s'il y a quelque chose qui ne doit pas être privatisé, parmi les 4-5 choses à ne pas privatiser, pour moi il y a la connaissance, il y a la terre elle-même, il y a le travail, et puis il y a la monnaie. La monnaie, c'est une relation sociale. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On privatise derrière des règles d'emprunt, derrière la BCE, derrière tous les espèces de critères qu'on s'est mis sur la fabrication de monnaie. On est en train de privatiser la monnaie, qui va répondre à des règles de marché. C'est déjà le cas. La spéculation contre la Grèce, tout ce qui découle du fait que la monnaie est devenue un marché. Donc ça aujourd'hui, il nous faut revenir en arrière. On ne reviendra pas forcément en arrière avec les monnaies nationales. Je pense que l'euro doit être un moyen de résister à cette privatisation de la monnaie. Malheureusement, ça n'en prend pas le chemin. Et donc, pour arriver à ça, il faudra aussi faire des expériences locales. Donc, ce qui est important, moi, ce que m'apprend le mouvement des communs, c'est en fait comment on part d'expériences locales pour poser des problèmes globaux. Et les monnaies locales, c'est-à-dire les monnaies qui vont aider dans une municipalité à faire des échanges locaux, à favoriser les circuits courts avec des gens investis, qui vont servir aussi de bons pour permettre aux plus pauvres de survivre. Hein. Les communs ont souvent servi à la subsistance des plus pauvres. Hein. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. C'est vraiment un des fondements, c'est que quand on fait les choses en commun, on survit mieux dans les conditions d'extrême difficulté. Il y a eu les études de la thèse de Amartya Sen, qui est un économiste indien, celui qui ultérieurement a développé l'indice de développement humain. Sa thèse dans les années 50, c'était de voir pourquoi dans certains villages la famine était désastreuse, elle tuait beaucoup de gens, et dans d'autres villages pas vraiment. Et ce qu'il a découvert à tous les coups, c'est que dans les villages où il y avait des propriétés séparées, où il y avait des inégalités qui se créaient, alors les famines étaient terribles en termes de mortalité, que dans les villages où au contraire la propriété était commune, où il y avait du travail en commun, où il y avait moins d'inégalités, alors elles arrivaient à résister mieux. Rien n'est parfait, hein, mais à résister mieux à ça. Et donc les monnaies locales peuvent servir à ça. Elles peuvent servir à favoriser la construction d'une égalité à l'échelle locale. Et je pense que c'est complètement différent des monnaies locales du Bitcoin, qui est une monnaie spéculative. Et les monnaies libres, c'est pas obligatoirement local, hein. Oui, non, tu peux avoir d'autres phénomènes, mais si elle est pas locale, elle a deux hypothèses. Soit elle est comme le Bitcoin, c'est-à-dire elle n'est gérée par personne. Et une monnaie, ça répond à des politiques, ça répond à une volonté collective. Ça doit déterminer un projet, en fait, une monnaie. Et soit donc elle est spéculative, comme le Bitcoin, soit elle va être appliquée à un domaine, le Faircoin par exemple, qui vise à financer des échanges entre coopératives, des choses comme ça. Alors, il y a 1, 2, 1, 2. Et il y a par exemple, c'est juste un exemple, hein, Stéphane Laborde qui parle justement de la monnaie libre, qui pour le coup n'est ni locale ni dédiée à une activité particulière, mais où l'indice d'indexation, c'est le nombre d'humains
qui adhèrent à la monnaie. Et du coup, c'est justement, il y a pas mal d'expériences, c'est pour ça que samedi ça en parle, etc. Normalement tout est déjà en place et ça devrait sortir en juin, a priori. Mais du coup, contrairement à ce que vous disiez, 1, 2, 1, 2, contrairement à ce que vous disiez, non, ça peut ne pas être spéculatif. 1, 2, 1, 2. Ça peut ne pas être spéculatif, enfin la spéculation en tout cas peut être maîtrisée en tout cas. Et donc je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir donc la théorie de la monnaie relative et monnaie libre. Voilà. Alors, comme je disais, je ne suis pas spécialiste, donc je pense que de toute façon c'est des phénomènes intéressants à ce moment. Après, la monnaie c'est de la politique. C'est-à-dire, et c'est aujourd'hui là où on a un véritable problème, c'est que les gouvernements ne veulent plus faire de politique. La monnaie, c'est pas... Donc ils ne s'occupent plus de la monnaie, et donc ils l'ont confiée au privé. C'est ça qui est le véritable problème. Et quand je dis de la politique, c'est pas la politique politicienne, c'est du projet commun. Comment on se sert de la monnaie pour avoir un projet. Donc quel est le projet? Comment ils se discutent? Ouais, c'est qui le monsieur? Je suis assez sensible à ce que vous dites sur les communs et j'ai entendu qu'un des éléments qui forment cette logique, c'était la déconnexion entre la propriété et l'usage. Et c'est quand même, enfin moi je m'interroge beaucoup parce que c'est quand même un discours et un petit